corps qui affluait de sang, le visage éreinté, au pied du lit, posé juste à côté d'une armoire. Son corps était posé par terre. Elle affluait de sang. Le sang était partout dans la pièce. La porte était fermée. Le jeune enfant regardait la jeune femme par terre allongée. Son corps était en train d'affluer de sang. Il y avait du sang partout dans la pièce, à tel point que le parquet en regorgeait. À tel point que le parquet en regorgeait de sang. La flaque était énorme. Le lit était dressé, droit, contre la fenêtre. Droit contre la fenêtre, le lit était dressé et fait. Les coussins étaient repliés un peu en avant, posés l'un contre l'autre sur le bord du lit. Le visage éreinté, fatigué, la jeune femme était posée par terre. Redressée contre le bord du lit, la jeune femme était posée par terre. Les paumes de ses mains touchaient le sol. Son visage était éreinté, fatigué. Son corps regorgeait de sang. Une arme était posée à sa droite. Et juste devant lui, le jeune garçon voyait les draps blancs se tacher de sang. Il y avait cette goutte de sang qui était sur le bord du lit. Sur le bord du lit, il y avait cette goutte de sang qui tombait. Il y avait le pieu sur le bord, attaché à un mât. Attaché à un mât, il y avait un pieu sur le bord, sur lequel il y avait l'empreinte de la main de la jeune femme. Il y avait l'empreinte de la main de la jeune femme, attachée à un mât. Ce pieu sur le côté était couvert de sang. Son visage éreinté regardait vers la droite. La maison elle-même avait les portes fermées, les volets et les châssis. Les volets et les châssis étaient fermés, les portes étaient fermées. La clé était sous lui, et la jeune femme regardait vers la droite. Le jeune garçon regardait cette jeune femme comme s'il la connaissait déjà. En regardant par la fenêtre, il a aperçu un corbeau. Le corbeau déployait ses ailes et le regardait un instant. Déployant ses ailes, le corbeau s'en est allé. Il regardait la jeune femme, le visage triste, apeuré. Le visage triste, apeuré et fatigué, un visage éreinté par le temps. La jeune femme allongée par terre, il la regarda une nouvelle fois. Il s'en est allé et a fermé la porte derrière lui. Le jeune garçon s'en est allé et a fermé la porte derrière lui. La jeune femme qui regorgeait de sang, allongée par terre au pied de son lit. Sa robe blanche qui était dressée sur un cintre juste à côté de l'armoire. Sa robe blanche qui était dressée sur un cintre juste à côté de l'armoire. Le jeune garçon la regardait un instant. Le corps était positionné sur le côté, appuyé contre le lit, presque entièrement par terre, les jambes étendues et les paumes des mains sur le sol. Le visage éreinté et fatigué. La jeune femme regarde l'enfant. Le visage fatigué, les yeux presque noirs. Les yeux bruns et presque noirs, la jeune femme se lève, prend la main de l'enfant et commence à marcher dans le couloir. Quand la jeune femme s'est levée, elle prit alors sa robe blanche. La jeune femme se leva. Le sang était couvert de tout son corps, de tout son long sur le côté, sur ses côtes, sur son bras droit, sur ses côtes, de tout le long de son corps, de tout le long de ses côtes, de tout le long de son ventre, il y avait du sang sur elle. Elle se lève sur le côté du lit, elle s'est appuyée sur le côté du lit. Regarde le jeune enfant, lui murmura quelque chose à l'oreille, passa la porte avec lui. Regarda alors derrière elle une dernière fois la chambre qu'elle ferma de ses mains. Elle ferma la chambre de ses mains, regarda une dernière fois la chambre, prit alors sa robe blanche, s'en alla avec le jeune enfant. Une fois à l'extérieur, le jeune enfant regarda la maison qui commençait à s'éloigner de plus en plus. La maison commençait à s'éloigner de plus en plus. Le jeune enfant avait un goût de métal, un goût de fer et un goût de sang dans la bouche. Le jeune enfant avait un goût de métal, un goût de fer et un goût de sang dans la bouche. Il avait regardé la jeune femme qui était en train de marcher pieds nus dehors. Pieds nus, dehors, la jeune femme était en train de marcher. Elle se retourna vers la maison, serrant très très fort le poing du jeune garçon. Serrant très très fort le poing du jeune garçon. Le jeune garçon, lui,
se tourna vers la jeune femme. La jeune femme, habillée en blanc avec une robe blanche, ses mains qui étaient couvertes de sang, tenaient très fort le poing du jeune garçon. Le jeune garçon regardait l'arme qu'elle avait à sa main. Le jeune garçon, lui, regardait l'arme qu'elle tenait à sa main, le doigt qui était en train de trembler sur la gâchette, le doigt qui tremblait sur la gâchette, le poing serré sur l'arme. Le jeune garçon regardait le visage de la jeune femme. Une seule larme est tombée de son œil. Une seule larme est tombée de son œil, jusqu'à ce qu'elle laisse tomber le fusil par terre. Je suis arrivé à l'orphelinat. Je suis arrivé dans une grande voiture noire. Il pleuvait ce jour-là. Je suis arrivé à l'orphelinat, et une femme en vêtements blancs m'a regardé. Cette femme qui était habillée d'un habit blanc m'a regardé. Elle m'a emmené dans ma chambre et m'a confié les clés. Je suis resté assis longtemps sur le bord de mon lit, à regarder les clés qu'elle m'avait confiées. Cette dame, en habit blanc, est repartie un peu plus tard. Un peu plus tard, cette dame en habit blanc, elle est revenue. Elle m'a confié un essuie, un shampoing, et elle m'a confié de quoi me laver. De quoi me laver, un savon, un shampoing, un essuie et une brosse. Je suis parti dans la salle de bain, et je me suis douché. Faisant couler l'eau, l'eau n'était pas tout de suite très claire. L'eau était plutôt de la couleur du sang. L'eau était plutôt de la couleur du sang quand j'ai été me laver. J'ai regardé la jeune femme partir et s'en aller, fermer la porte derrière elle et glisser les clés juste en dessous. Je les ai récupérées. Une fois dans la douche, quand j'ai fait couler l'eau, j'ai senti que l'eau était brûlante, à tel point que ma peau en devenait rouge. À tel point que ma peau en devenait rouge, l'eau était brûlante. Je regardais vers le ciel, je regardais le plafond, il y avait des traces d'humidité. Il y avait des traces d'humidité au plafond, et l'eau coulait sur mon visage. Je me lavais jusqu'à ce que je sente quelque chose qui rentre dans la baignoire avec moi. Jusqu'à ce que je sente quelque chose qui rentre dans la baignoire avec moi, j'ai regardé. J'ai vu une ombre noire juste en face de moi. Elle s'accrochait au rideau très fermement. Elle s'était mise dans la baignoire avec moi, juste droite devant moi. Elle me regardait en silence. J'entendais sa respiration très lente. J'entendais sa respiration qui était très lente. Elle était droite devant moi et elle me regardait. C'était une ombre pas comme les autres. Je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose qui se dégageait d'elle. Il y avait quelque chose qui se dégageait d'elle, je pouvais le sentir. C'était une ombre pas comme les autres, presque comme tous les autres enfants qu'il y avait ici. J'ai regardé un instant cette ombre qui se tenait contre les rideaux. Elle s'appuyait contre les rideaux avec la paume de ses mains, se tenait contre les rideaux, les resserrait fermement, fermement à l'intérieur de ses mains, et les rapprochait de plus en plus. De part et d'autre des rideaux des deux côtés, elle les resserrait très fermement dans sa main, et elle les rapprochait l'un en face de l'autre. Je la regardais, elle était juste en face de moi. Je voyais ses pieds devant mes pieds, qui étaient en train de me regarder comme si elle était de face à moi. Ses mains étaient en train de serrer les rideaux très fort, et étaient en train de les rapprocher, juste devant son visage. À la limite de son visage, elle a disparu. La jeune femme, avec un vêtement blanc, est arrivée. Quand j'ai hurlé et que je me suis mis par terre dans la baignoire, dans la salle de bain, j'étais terrifié. La jeune femme avec un habit blanc est arrivée et m'a mis un essuie sur les épaules. Elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé et m'a emmené en me tenant par les côtes. Dans les vestiaires, elle m'a emmené en me tenant par les côtes, elle s'est assise à côté de moi et elle a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je l'ai regardé, j'ai regardé les douches, j'ai regardé la douche dans laquelle j'étais qui coulait encore, j'ai regardé la jeune femme et je lui ai dit que j'avais vu une ombre. Elle m'a regardé en penchant la tête et elle a dit « Une ombre? Comment cela ?» Je lui ai dit « Une ombre, j'ai vu une ombre me regarder dans la douche. » Elle m'a regardé et elle m'a dit « Comment cela, une ombre ?» Je lui ai dit « J'ai vu quelque chose, une personne, un humain, mais j'avais l'impression que c'était un enfant comme tous les autres. » Elle a commencé à me parler et elle a dit que c'était une vieille bâtisse. Je l'ai regardée et elle m'a dit que c'était une vieille bâtisse, que c'était un vieil endroit, et que cet endroit n'en faisait qu'à sa... Elle m'a dit que cet endroit n'en faisait qu'à sa tête. J'ai regardé la jeune femme, j'ai souri. J'ai souri un instant quand elle m'a dit que cet endroit n'en faisait qu'à sa tête. Elle a dit que de temps en temps la baignoire pouvait grincer, que de temps en temps les portes pouvaient grincer,
que de temps en temps il pouvait y avoir des bruits ou des effondrements au travers des murs. Je l'ai regardée, j'étais rassuré et elle m'a ramené à mon lit. Elle m'a ramené à mon lit et elle m'a dit « Tu sais, c'est une vieille demeure ici, c'est une vieille bâtisse, c'est un vieil endroit. » Et elle m'a dit que de temps en temps, il y avait des écroulements de terre, des écroulements de pierre à l'intérieur des murs. À l'intérieur des murs, il y avait des écroulements de terre, des écroulements de pierre. De temps en temps, les portes grinçaient. De temps en temps, quand on allait prendre une douche avec les enfants, l'eau était de la même couleur que le sang. C'était une vieille bâtisse qui n'en faisait qu'à sa tête. La nuit suivante, j'attendais dans ma chambre. J'attendais dans ma chambre la nuit suivante, et une infirmière passait dans les couloirs. Elle était en train de dire « Courrier, courrier pour tout le monde, courrier pour les enfants ». Elle était en train de dire qu'il y avait du courrier pour les enfants, qu'il y avait du courrier pour tout le monde. Elle marchait devant une autre infirmière qui tenait un sac plein de courrier et plein d'enveloppes. Je suis sorti vite dehors. Quand je suis sorti, l'infirmière m'a regardé. Elle m'a demandé de regagner ma chambre. Je suis retourné dans ma chambre le plus vite que j'ai pu. Le plus vite que j'ai pu, je suis retourné dans ma chambre. Elle m'a dit en me poussant légèrement le dos « Regagne ta chambre, s'il te plaît ». J'ai regagné ma chambre et j'ai attendu. Ensuite, une enveloppe est passée juste en dessous de ma porte. J'ai regardé l'enveloppe, c'était une enveloppe avec un timbre de cire. C'était une enveloppe avec un timbre de cire et je l'ai regardée. Brûlée sur les extrémités, je l'ai regardée. Quand j'ai regardé cette enveloppe, elle était brûlée sur les extrémités, mouillée sur les côtés, et il y avait un timbre de cire. C'était étrange, j'ai regardé cette enveloppe assez longtemps. Je l'ai posée à la lumière de mon bureau. Elle était mouillée sur les côtés, et je pouvais voir l'encre qui avait transpercé. Je pouvais voir l'encre qui avait transpercé, mouillée sur les côtés, à gauche, à droite, devant, derrière et au-dessus. Elle était brûlée sur les côtés, aux extrémités, et il y avait un timbre de cire. J'ai pris l'enveloppe et j'ai regardé. Je n'ai même pas pris la peine de regarder la date. J'ai tout de suite ouvert l'enveloppe qui était un peu mouillée. Brûlée aux extrémités, je l'ai regardée. J'ai enlevé le timbre de cire et j'ai regardé l'enveloppe. Il était écrit « À mon fils, de ta chère mère ». Quand j'ai regardé ça, j'ai tout de suite compris que c'était une enveloppe de ma mère. Seulement, ça ne pouvait pas être possible. Ma mère était morte depuis longtemps. Ma mère était morte depuis très longtemps. Depuis tellement longtemps que je ne m'en souvenais plus. Depuis aussi longtemps que je n'étais pas né. Alors j'ai regardé cette enveloppe. Un instant. J'ai regardé la date. C'était la date de la mort de ma mère. C'était la date de la mort de ma mère. Quand j'ai regardé cette enveloppe, j'ai été voir dehors, un peu plus loin, près de la fenêtre ouverte. Près de la fenêtre ouverte de ma chambre, j'ai été voir, et j'ai posé l'enveloppe juste dehors, sur le côté. Sur le côté, juste dehors, sur le bord de la fenêtre, j'ai posé l'enveloppe. J'ai regardé la date. Et je ne pouvais pas croire que c'était ma mère, parce que ma mère était morte. Ma mère était morte, je ne pouvais pas croire que c'était elle. À l'extérieur, j'ai posé l'enveloppe sur le côté, sur le bord de la fenêtre à l'extérieur. Il y avait une infirmière qui parlait avec une autre infirmière en tenue blanche. En tenue blanche, en vêtements blancs, une autre infirmière parlait avec une autre infirmière. Elles m'ont vu déposer l'enveloppe sur le bord de la fenêtre. Elles m'ont dit de prendre l'enveloppe et de fermer la fenêtre, de regagner ma chambre, de regagner mon lit et de rester dans ma chambre. J'ai pris l'enveloppe, j'ai fermé la fenêtre, j'ai regardé les deux infirmières qui sont parties. Je me suis mis sur mon lit et j'ai commencé à lire. Il était écrit « Cher fils, je ne suis probablement plus de ce monde. Toi si, toi seul peux découvrir mon secret. » J'ai lu cette enveloppe et il était écrit « Cher fils, je ne suis probablement plus de ce monde. Toi si, toi tu es encore de ce monde. Toi tu peux probablement retrouver mon secret. Tu peux probablement encore gagner mon secret. Gagner ce que je n'ai pas gagné. Ta confiance. Tu peux probablement trouver mes secrets perdus et enfuis. Mes secrets enfuis, perdus que je n'ai pas trouvés. Tu peux résoudre ce que je n'ai pas pu résoudre. Tu peux trouver les énigmes, les problèmes.
Tu peux trouver la solution. Tu peux découvrir pourquoi je suis morte et pourquoi je suis partie sans rien te dire. J'ai lu cette lettre attentivement. Et elle continuait et continuait. J'avais l'impression que plus je lisais les phrases, plus je lisais les mots, plus des mots et des phrases se rajoutaient. J'avais l'impression que cette lettre était interminable. Mon très cher fils, toi seul peux résoudre l'énigme de ma mort. Je suis parti sans te dire au revoir, sans te poser un baiser, sur la joue délicatement. Je suis parti sans te dire au revoir, sans même partir, je n'ai rien dit. Sans même partir, je ne me suis même pas retourné. Je n'ai pas daigné te regarder. Et je lisais cette lettre sur mon lit. C'était le deuxième jour à l'orphelinat. J'ai reçu une autre lettre. Une lettre qui disait « Très cher fils, tu as probablement su que je ne voulais pas partir à la première fois. Tu as probablement compris que je suis parti sans vouloir vraiment partir. Toi seul peux découvrir les secrets que je n'ai pas déterrés. Toi seul peux découvrir les secrets que je n'ai pas découverts. Toi seul peux découvrir comment je suis morte. Très cher fils, je t'enverrai bientôt des diaporamas, des photos. Je t'enverrai bientôt des images. Bientôt tu auras des vidéos. Bientôt tu auras de quoi découvrir comment je suis morte. Découvrir qui je suis réellement. 1 heure plus tard, une jeune femme est venue et m'a regardé. Elle a déposé une cassette vidéo, un enregistrement, devant mon lit. Et elle m'a dit que c'était pour moi. Et a déposé cet enregistrement devant mon lit. Quand j'ai vu cet enregistrement devant mon lit, je l'ai pris. Elle m'a conduit dans une salle vide et noire. Quand elle m'a conduit dans une salle vide et noire, j'ai pris les enregistrements. Il y avait 3 cassettes. La première était de 1983, la deuxième de 1984, et la troisième, la dernière, était de 1990. J'ai regardé la jeune femme, et elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains ?» J'ai haussé les épaules, j'ai levé la tête et j'ai regardé la jeune femme. Je lui ai dit « Je n'ai aucune idée de ce que je tiens. Tout ce que je sais, c'est que c'est en rapport avec ma mère. » La jeune femme a commencé à regarder devant elle. Quand la jeune femme a commencé à regarder devant elle, elle a dit « Tu sais, tu n'es pas le seul enfant qui essaye de découvrir qui sont ses parents ici. On est dans un orphelinat. » Je l'ai regardé et j'ai regardé la première cassette de 1983. Je me suis dit que c'était peut-être celle-là qui m'apporterait le plus de réponses. J'ai regardé la deuxième de 1984 et je me suis dit que celle-ci m'apporterait peut-être des réponses aussi. J'ai regardé la dernière de 1990 et ensuite, quand elle m'a installé sur une chaise, elle m'a dit « Tu ne bouges pas ». Elle est restée à côté de moi, droite, et elle a regardé le mur. Elle s'est installée avec une chaise à côté de moi, sur le côté. Sur le côté, elle a posé une chaise, elle s'est installée. Elle a regardé le mur et elle a dit « Vas-y, prends ton temps, fais ce que tu veux ». J'ai mis la première cassette et j'ai croisé les jambes. J'ai croisé les jambes et j'ai mis la première cassette. Ma mère s'est installée sur une chaise, elle était habillée en blanc. Elle s'est installée sur une chaise et elle a dit « On est en 1983. Mon cher enfant. Je sais que tu ne veux probablement pas me voir. Je suis probablement pas reconnaissable. Je ne suis probablement pas reconnaissable, je suis probablement un peu vieille. Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais je fais cette vidéo parce que je vais mourir. » Je l'ai regardée et je m'approchais de l'écran. Elle me disait qu'elle n'était probablement pas reconnaissable parce qu'elle était un peu vieille. Elle me disait qu'elle faisait ces vidéos, mais qu'elle savait que je ne voulais pas la voir. Je me suis souvenu que dans le temps, je m'étais fâché avec ma mère. Et elle disait des choses comme par exemple « J'ai peut-être vieilli, je ne suis peut-être pas reconnaissable, mais tu sais, je fais cette vidéo pour te dire que je vais mourir. Il est temps maintenant que tu me dises au revoir. » Je me suis approché et j'ai mis la deuxième vidéo.
Quand j'ai mis la deuxième vidéo, la deuxième cassette, ça a continué. La date était similaire à la première. C'était 1984. Elle a regardé l'écran et elle a dit, en s'installant, toujours en tenue blanche. Toujours en tenue blanche, elle a regardé l'écran et elle a dit, on est en 1984. Il est temps maintenant. Tu dois me dire au revoir. Je vais partir dans la forêt cette nuit et je ne vais plus me retourner. Je regardais les vidéos et elle m'a dit, je vais partir dans la forêt. Je ne vais plus me retourner. Je partirai, ce sera comme ça. Je vais mourir. J'irai mourir seul. Je sais qu'on ne s'est pas toujours bien entendu, toi et moi. Mais quand j'irai dans la forêt, j'irai mourir seul. Et tu ne dois pas me suivre. Je n'ai probablement pas toujours été reconnaissable, parce que je vieillis et que je suis ta mère. Mais ne me suis pas, s'il te plaît. J'ai mis la dernière vidéo, 1990, et elle m'a dit, tu sais, à l'heure et à l'instant où je te parle, là je suis probablement déjà morte. Tu ne m'as pas suivi, tu ne m'as pas regardé, tu ne m'as pas dit au revoir, tu ne m'as rien dit. Mais je suis probablement déjà morte. J'ai marché jusqu'à la forêt. C'était cette nuit, j'ai marché jusqu'à la forêt. Je suis probablement de l'autre côté de la rive de la forêt. Probablement de l'autre côté de la rive de la rivière. Probablement de l'autre côté de la forêt. Et je suis peut-être déjà allongée par terre et morte. Je voyais que l'infirmière, assise sur sa chaise, avait une larme qui coulait. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à dire, rien à savoir. Ensuite elle s'est levée, elle a pris ma main et m'a ramenée à ma chambre. Troisième nuit à l'orphelinat. Les infirmières attendaient toutes en dessous de la Sainte Marie. Les infirmières attendaient toutes en vêtements blancs en dessous de la Sainte Marie. Ses mains étaient jointes et étaient juste en dessous de ses épaules. Ses mains étaient jointes juste au-dessus de ses épaules et juste en dessous de sa clavicule. La Sainte Marie nous regardait, les ailes déployées, ses mains jointes, ses pouces qui étaient contre son épaule et juste en dessous de sa gorge. Juste en dessous de sa gorge, juste en dessous de ses épaules, juste au-dessus de ses épaules. Ses mains étaient positionnées, jointes, juste sur son épaule, sur son buste, juste devant elle. La Sainte Marie nous regardait, et les sœurs étaient en train de distribuer des enveloppes. Les sœurs étaient toutes en train de distribuer des enveloppes. Les infirmières étaient devant et distribuaient les enveloppes. Les infirmières étaient devant et distribuaient les enveloppes. La Sainte Marie juste derrière, une statue blanche avec les ailes déployées. Il y avait une statue blanche avec les ailes déployées, une autre avec les ailes redressées. La première statue avait les ailes déployées et avait les mains jointes juste devant elle contre le buste. La deuxième statue avait les ailes redressées et les mains jointes juste sur le côté, sur le bord de l'épaule. La deuxième statue avait les ailes déployées et avait les mains jointes sur le côté de l'autre épaule, au bord de la gorge. Il y avait une quatrième statue qui encerclait le tout. Cette quatrième statue qui encerclait le tout avait les mains ouvertes, ses mains n'étaient pas jointes, et il y avait une aile qui était redressée et une aile qui était déployée. Je regardais celle qui avait une aile déployée et une aile redressée, et qui avait les mains ouvertes. Les deux autres qui avaient les mains jointes, et celle qui avait les mains redressées. Celle qui avait les mains redressées les unes contre les autres, les mains jointes. Celle qui avait les mains jointes au niveau de la gorge, celle qui avait les mains jointes au niveau de l'épaule, celle qui avait les ailes déployées, et celle qui avait les ailes redressées. Je regardais toutes ces statues différentes, qui ressemblaient très fort à toutes les autres statues. C'étaient presque toutes les mêmes. C'étaient toutes des saintes vierges blanches en porcelaine. C'étaient toutes des saintes vierges blanches en porcelaine. Je les regardais. Elles avaient toutes les ailes déployées, ou alors toutes les ailes redressées. Elles avaient toutes les mains jointes, ou alors ouvertes. Leurs mains jointes étaient souvent jointes au niveau de la poitrine, ou alors elles étaient jointes au niveau de leurs épaules, ou alors peut-être de temps en temps entre l'épaule et la gorge. Toutes ces statues étaient autour de nous, et je regardais l'une des plus grandes statues, l'une des plus grandes saintes vierges. Ses épaules étaient sur les côtés, redressées bien vers l'avant. Le torse redressé,
L'une des plus grandes statues, c'était une Sainte Vierge. Ses épaules étaient redressées vers l'arrière, son buste était dressé vers l'avant, et ses ailes étaient repliées. Ses ailes étaient repliées vers l'arrière, repliées, et tombaient vers le bas. Ses ailes qui tombaient vers le bas, son dos qui était redressé vers l'avant, son torse qui était bombé vers l'avant. Son torse bombé vers l'avant, son dos qui était redressé vers l'arrière, ses ailes qui tombaient sur le sol, je la regardais. Elle avait les mains jointes et elle me regardait avec le visage de côté. Avec le visage de côté, elle me regardait. Elle me regardait d'un air simple, avec le visage plié sur le côté. Penchée, elle me regardait. Ses ailes étaient rabattues sur le côté, et penchées sur le côté. Je regardais cette statue assez longtemps pour qu'on me dise d'arrêter de la regarder. Une bonne sœur est venue s'agenouiller à côté de moi. Et elle m'a dit qu'elle n'était que novice. Et elle a dit qu'il ne fallait pas regarder trop longtemps la Sainte Vierge. Je lui ai dit pourquoi vous avez choisi cet endroit pour distribuer le courrier. Quand elle m'a demandé pourquoi est-ce que je regardais la Sainte Vierge tellement longtemps, je lui ai demandé pourquoi est-ce que vous avez choisi cet endroit pour distribuer le courrier. Elle a dit que Dieu devait toujours être au courant de ce qu'on offrait aux enfants. Alors j'ai vu toutes les dames qui étaient en train d'offrir. J'ai vu toutes les dames habillées en blanc qui étaient en train d'offrir les enveloppes aux enfants. Autour de moi, il y avait toutes les Saintes Vierges, et cette novice qui avait mis sa main sur mon épaule m'a dit qu'il ne fallait pas trop regarder la Sainte Vierge, pas trop longtemps. Et moi, je la regardais, son dos redressé, ses épaules vers l'arrière, ses ailes qui étaient rabattues. Elle était grande et avait ses mains jointes sur son torse. Elle me regardait d'un air simple, avec le visage penché sur le côté. Elle m'a dit « Ne la regarde pas trop, c'est la Sainte Vierge, et Dieu doit être au courant de tout ce qu'on offre à nos enfants. » Je suis reparti dans la chambre et c'était une lettre de ma mère. Qui disait « Surtout ne pleure pas, je suis désolé, mais à l'heure et à l'instant où tu dois lire cette lettre, je suis probablement déjà morte, et toi tu n'as probablement pas découvert encore le secret. Tu n'as probablement toujours pas découvert le secret. Ne sois pas triste, ne pleure pas comme je le fais en écrivant cette lettre. Tu verras que l'encre coule, tu verras que je ne me suis pas retenu de pleurer. Tu verras que l'encre coule, tu verras que l'encre a coulé. Tu n'as probablement toujours pas trouvé le secret. Ne pleure pas s'il te plaît. Mais je suis probablement déjà morte quand je t'ai envoyé cette lettre. La dernière nuit, avant d'être adoptée, je suis descendu à la cave. Je savais que quelque chose m'y attirait, quelque chose d'important. Je savais que quelque chose d'important m'y attirait et je suis descendu à la cave. Quelque chose m'y a attiré, quelque chose d'important, et je suis descendu, marche après marche. Marche après marche, je suis allé à la cave, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me disait de venir. J'ai vu une boîte qui était fermée. Elle était penchée sur le côté, fermée, avec une autre boîte qui, elle, était ouverte. Cette autre boîte qui était ouverte, à l'intérieur, il y avait une croix qui avait été gravée, ou plutôt brûlée, je dirais. Je dirais plutôt qu'elle avait été brûlée. J'ai regardé la première qui était fermée. Je l'ai ouverte et à l'intérieur, il y avait un crucifix, un chapelet et une croix. Il y avait un crucifix, un chapelet et une croix. Il y avait même un tissu mauve avec des broderies dorées. Avec un écriteau dessus. Quand j'ai pris cet écriteau, que j'ai pris la broderie dorée, la broderie argentée, que j'ai pris la broderie mauve, j'ai vu un mot qui avait été écrit derrière, en argent et en or. Il y avait des petits filaments d'argent et des petits filaments d'or qui passaient par-dessus les boucles des mots. Par-dessus les boucles des lettres et des phrases, il y avait des petits filaments d'argent et des petits filaments d'or qui écrivaient très clairement un texte que je n'ai pas pu lire.
J'ai vu qu'il y avait des photos de ma mère dans l'autre boîte, qui étaient disposées par terre. Il y avait une photo de ma mère où elle était couchée. Elle avait ses 2 bras sur sa poitrine et une croix sur son ventre. Elle avait une croix sur son ventre, les 2 mains sur sa poitrine. Elle était allongée par terre dans la même robe blanche qu'elle portait sur les vidéos. J'ai regardé attentivement cette photo, il y avait une ombre qui s'apprêtait à se mettre sur elle. Il y avait une ombre qui s'apprêtait à se mettre sur elle, et j'ai regardé une deuxième photo. Elle était assise juste en face de la télé, comme je la voyais sur les vidéos. Comme je la voyais sur les vidéos, juste en face de la télé. Au-dessus, il était écrit REC avec un bouton rouge. Au-dessus, il était écrit REC avec un bouton rouge. Il y avait les parasites de la télé juste devant elle. Je me suis même demandé si ce n'était pas une photo de la télé qu'on avait rapprochée. Je me suis demandé si ce n'était pas une photo de la télé et des vidéos qu'elle avait faites, qu'on avait rapprochées et qu'on avait recadrées. Je me suis demandé si ce n'était pas une photo qu'on avait recadrée des vidéos qu'elle avait faites pour moi. Et j'ai regardé, il y avait les parasites de la télé. Il y avait le petit rond rouge à côté duquel il est écrit REC. Il y avait la date de quand elle avait fait cette vidéo. Mais je n'avais pas vu de vidéo qui avait été faite à cette date. 1985 n'existait pas. Pour ma mère, 1985 n'existait pas. Il n'y avait pas de vidéo qui avait été faite en 1985. Elle avait tout de suite fait ses vidéos en 1983, en 1984, et puis elle était tout de suite passée à 1990. Elle avait daté ses vidéos comme ça. Cette vidéo-ci était faite en 1985 et ma mère était en train de parler. Elle était couverte de sang avec le même vêtement blanc. Elle tenait très fort une croix qui avait brûlé et qui était noire. Elle tenait très fort une croix en charbon. Cette croix qui avait brûlé, elle la tenait très fort. Elle la tenait très fort, c'était une croix qui avait brûlé, un crucifix. Ce crucifix, cette croix qui avait brûlé très très fort. Je voyais qu'elle était en train de pleurer. Il y avait 2 larmes sous ses yeux. Sous ses yeux, il y avait 2 larmes qui étaient en train de couler. Cette larme sous ses yeux était en train de couler à gauche, et cette larme sous ses yeux était en train de couler à droite. En même temps, comme si elles se poursuivaient l'une l'autre, les larmes coulaient à la même hauteur. Les larmes coulaient à la même hauteur, comme si elles se poursuivaient l'une l'autre dans une course. Moi, je regardais ma mère sur cette photo, et juste à côté d'elle, il y avait une grande tache noire. Cette grande tache noire s'apprêtait à se mettre sur ses épaules. Cette grande tache noire s'apprêtait à se mettre et à se poser sur ses épaules, à s'appuyer avec ce qui pourrait être ses mains sur ses épaules, et elle, je la voyais, qui avait mal. Je la voyais, elle, qui avait mal, qui souffrait, qui était en train de pleurer comme si ses 2 larmes se poursuivaient sur son visage. Et j'ai éteint. J'ai éteint tout de suite la télé qui s'était allumée toute seule à côté de moi. J'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai pris la première boîte que j'ai vue, la boîte qui était ouverte, et j'ai rangé les photos à l'intérieur. Je suis remonté et je me suis caché, avec les photos. Je suis remonté dans ma chambre et je me suis caché avec les photos et avec la boîte que je possédais. La nuit, cette demeure dérisoire et rudimentaire perdait de sa valeur. Cette demeure dérisoire et rudimentaire perdait de sa valeur toutes les nuits, car autour de cette demeure, les montagnes affalées qu'il y avait autour de cette demeure, perdaient elles aussi de leur splendeur. Cette demeure dérisoire et rudimentaire, perdue à jamais dans les limbes, cette demeure dérisoire et rudimentaire se retrouvait seule au monde quant à la seule chose qui la protégeait, c'étaient des nuages gris qui venaient à se poser sur les murs. La seule chose qui la protégeait, c'étaient des nuages gris qui venaient à se poser sur les murs. C'était un amas de feuilles mortes sur le devant de la porte. Un amas de feuilles mortes sur le devant de la porte. De longues collines noires
qui était juste devant de longues collines noires, de longues haies noires, des broussailles, des arbres abandonnés, délabrés, abandonnés, dérisoires et peu satisfaites. Peu satisfaite, dérisoire, il y avait sur le côté ce violon abandonné. Il y avait ce violon abandonné sur le côté qui avait été mangé par les racines de l'arbre. Mangé par les racines de l'arbre, cet arbre qui poussait sans feuilles, cet arbre qui poussait sans feuilles et qui poussait sans vie, sur le côté, la demeure abandonnée de son gré, juste en face d'un lac sur lequel il n'y avait aucun reflet. Juste en face d'un lac sur lequel il n'y avait aucun reflet, que de la brume. En face, les montagnes et les collines étaient submergées d'un brouillard aveugle duquel on ne pouvait voir au travers. On ne pouvait voir au travers de ce brouillard aveugle duquel les collines, duquel les immeubles abandonnés, duquel les arbres en étaient submergés. Les arbres en étaient submergés, les collines et les falaises, les roches juste en face, en étaient submergés d'un grand brouillard aveugle. On pouvait entendre le moindre battement d'ailes des papillons de nuit. On pouvait entendre à l'intérieur, dans l'entrée, le moindre battement d'ailes des papillons de nuit. Mais cette demeure à tout jamais éternelle et solitaire était là, perdue dans la vallée, aussi vide et aussi profonde que la Silicon Valley. Aussi vide et aussi profonde que la Silicon Valley, il y avait juste en face cet arbre détruit aux longues racines qui s'étendèrent le long des feuilles mortes qui s'étendèrent devant la porte, le long des racines de l'arbre qui s'étendèrent le long de la porte, le long de la maison, les racines qui s'étendèrent le long de la maison et qui grimpèrent jusqu'au mur. Les racines qui grimpèrent jusqu'au mur, les racines qui s'étendèrent le long de la porte, les feuilles mortes qui s'étendèrent sur l'allée, la glycine morte de son plein gré, qui grimpèrent le long des murs. La glycine qui grimpèrent le long des murs, de son plein gré abattue à la fenêtre. Abattue à la fenêtre, la porte rabattue, elles restaient là juste devant, et commencèrent à grimper. Elles grimpaient de plus en plus, s'accrochaient à une fenêtre, et s'accrochaient à une autre. Elles s'en accrochaient à une fenêtre, s'accrochaient à une autre, et quand elles disparaissaient, elles revenaient à une autre fenêtre, et faisaient apparaître quelques petites fleurs blanches. Tandis que derrière, il y avait ce brouillard aveugle qui faisait disparaître les arbres. Derrière elles, il n'y avait plus qu'un amas de feuilles noires qui était étendu par terre devant la porte. Cette maison était seule tous les soirs et il y avait des frappements au mur. Il y avait des frappements au mur, mais personne ne savait dire ce que c'était. Personne ne savait dire si c'était une personne enfermée à l'intérieur ou alors des voix qui essayaient de communiquer et de parler. Mais des frappements étaient là tous les soirs. Tous les soirs, des frappements étaient là, à l'entrée de la porte, à l'entrée de la chambre, juste derrière la porte, comme si quelqu'un claquait pour pouvoir sortir, comme si une personne était enfermée entre les murs et grattait contre les parois. Eh bien, c'est dans cette maison que cet enfant se trouverait. C'est dans cette maison que cet enfant se trouverait seul, et c'est dans cette maison que ses souffrances seraient peut-être abrégées. Dans cette maison, ses souffrances seraient peut-être abrégées soit par la mort, ses souffrances seraient peut-être abrégées soit par la mort, soit par la vie des personnes qui vivraient avec lui, ou alors peut-être par autre chose, mais ses souffrances allaient être abrégées. Désormais l'enfant vivrait là en solitaire avec une famille, mais personne ne savait ce qu'étaient ces bruits. Tandis que dehors, la chaleur s'ébattait avec le vent. Tandis que dehors, la chaleur s'ébattait avec le vent. Sévit soudainement le vent qui se mit à pleurer. Sévit soudainement le vent qui se mit à pleurer pendant que la chaleur était en train de se battre avec le froid. Le froid était en train de se battre avec la chaleur. Sévit soudainement les larmes du vent sur les arbres qui étaient à venir. Sur les arbres qui étaient à venir et les tempêtes qui étaient à venir, le vent sévit soudainement et se mit à pleurer. L'obscurité
était en train de vaincre. L'obscurité était en train de vaincre la maison. Mais sur le côté, la glycine blanche qui montait le long des montagnes était en train de laisser quelques fleurs blanches apparaître. Elle était en train de laisser quelques fleurs blanches apparaître, mais sévit soudainement les larmes du vent, laissait tendrement toucher les murs de la maison. Laissait tendrement toucher les murs de la maison, sévit soudainement les larmes du vent, qui lui-même pleurait de son plein gré, abandonné dehors, dans un combat entre le froid et entre la chaleur. Entre le froid et entre la chaleur, dans un combat, de son plein gré, abandonné dehors comme arbitre. Abandonné dehors comme arbitre, le vent était là. Il sévit à pleurer. Il sévit à pleurer toute la nuit. Abandonné comme arbitre, dans un combat entre la chaleur et entre le froid. Il était là, dur d'imaginer qu'il sévissait à pleurer, et qu'il essayait de rentrer à l'intérieur pour se réfugier quelque part. La maison close, fermée. La maison, qui était close, fermée, rentrèrent à l'intérieur. Le seul bruit du vent. Le seul bruit du vent qui rentrèrent à l'intérieur, c'est celui du silence. Le seul bruit du vent qui rentrèrent à l'intérieur de cette maison close. Une maison fermée. Une maison qui laissèrent derrière elle le passage du silence. Cette maison qui laissèrent derrière elle le seul passage du silence. Cette maison qui ne laissait pas entrer le froid. Cette maison qui ne laissait pas entrer le vent qui sévit à pleurer, entre un combat entre le froid et le chaud, entre la chaleur et le froid, entre un combat entre la chaleur et le froid, le vent sévit à pleurer pour pouvoir rentrer. Cette maison fermée, cette maison close, ne laissait qu'entrer les ténèbres. Elle ne laissait que entrer les ténèbres. Les ténèbres, quant à eux, ne pleuraient pas. Ils hurlaient. Les ténèbres hurlaient et criaient, quant à ce que le vent, qui lui, se mit à pleurer. Il sévit à pleurer autour des arbres. Autour des arbres, il sévit à pleurer et laissèrent traîner cette symphonie. Ils laissèrent traîner cette symphonie triste autour des arbres. Il y avait tout au fond la buée sur les vitres, la buée sur les vitres de la maison. Tout au fond, il y avait la buée qui était posée sur une autre maison abandonnée. Il y avait une autre maison abandonnée, délabrée, sale et détruite, mangée et rongée. Mangée et rongée, détruite, sale et délabrée. Cette autre maison à la petite fenêtre sur le côté avait de la buée. C'était peut-être les cris du vent, la tristesse. C'était peut-être les cris du vent, le cri du vent qui se laissèrent là, qui se laissèrent couler sur la buée. Le cri du vent qui se laissèrent couler sur la buée était installé à cette petite cabane abandonnée sur le côté. Sur le côté, cette petite cabane abandonnée détenait un petit arbre. Cette petite cabane abandonnée sur le côté détenait un petit arbre. Et sur la fenêtre de cette cabane, sur la fenêtre de la maison, se détenait alors de la buée. Il y avait de la buée qui était coincée sur les fenêtres de la maison, sur les fenêtres de la petite cabane abandonnée. C'était peut-être les larmes du vent qui sévissaient à crier toute la nuit. C'était peut-être les larmes du vent qui sévissaient à crier toute la nuit. Et le vent qui pleurait pourtant à l'extérieur, sévissait à pleurer encore et encore, maintes et maintes fois. Maintes et maintes fois, il sévissait à pleurer, le vent qui cherchait à rentrer quelque part et à se réfugier, ne se réfugia qu'à un seul endroit, sur les vitres. On pouvait le voir se réfugier sous la forme de buée qui venait s'installer au gré des vitres. Quand on est sur le fil de la tristesse, on se rend compte de beaucoup de choses. On se rend compte de beaucoup de choses quand on est sur le fil de la tristesse. À l'extérieur, je me rends compte que les arbres pleurent. Je me rends compte qu'à l'intérieur,
il y a le froid qui est emprisonné dans cette maison. Le froid est emprisonné dans cette maison, et je me rends compte quand je suis sur le fil de la tristesse, que la vie finalement ne tient qu'à un fil. Je regarde par la fenêtre et je vois le vent qui pleure. Je vois le vent qui pleure et qui sévit ses larmes pour pouvoir rentrer. Seulement, il n'y arrive pas. Il essaye en vain et je le regarde, je l'observe. Le vent qui sévit ses larmes contre les vitres. Il pleut à l'extérieur et je regarde cette cabane à la petite fenêtre sur laquelle il y a de la buée. J'aperçois le vélo sur le côté qui est penché, avec la roue qui est cassée. Avec la roue à l'avant qui est cassée, j'aperçois le vent qui sévit ses larmes contre les murs. Il pleut tellement fort que je l'entends. Le grenier tremble un peu, et je monte dans les escaliers. Je monte dans les escaliers, chaque marche me rapproche un peu plus de l'univers. Chaque marche me rapproche un peu plus de l'univers qui m'entoure, cet univers sombre et sobre, un univers saugrenu. Cet univers saugrenu, cet univers lugubre qui m'entoure. Chaque marche me rapproche un peu plus de cet univers. Un univers lugubre, saugrenu, de plus en plus, chaque marche vers le grenier me rapproche de cet univers. À l'extérieur, quand je suis en haut, au 2e étage, j'arrive à ressentir le sommet des arbres. J'arrive à ressentir le sommet des arbres quand je suis au 2e étage. J'arrive à voir la cime des arbres quand je suis dans le grenier. Quand je suis dans le grenier, je me rends compte enfin, quand je suis dans le grenier, que le vent sévit ses larmes sur le bord. Ici le paradoxe, c'était que c'étaient les fleurs du mal qui me parlaient. Le vent était en train de pleurer et sévissait ses larmes contre le mur. Il sévissait ses larmes contre le mur et regardait les arbres s'acharner les uns contre les autres. C'était un combat de guerriers, sans fin, sans merci. Sans fin et sans merci, c'était un combat de guerriers entre les arbres, les branches des arbres, les racines des arbres, les arbres accrochés à la terre, étaient en train de se livrer à un combat sans merci. Les arbres étaient en train de se livrer à un combat sans merci. Le vent qui lui pleurait et sévissait ses larmes contre les murs. Il sévissait ses larmes contre les murs de la maison, contre les parois de la maison et contre les vitres de la maison. Il sévissait ses larmes et était en train de pleurer, alors que les arbres étaient en train de se livrer à un combat sans merci. Et si le paradoxe, c'était que c'étaient les fleurs du mal qui me parlaient, ou alors peut-être autre chose. Est-ce que ce pouvait être les fleurs du mal qui me parlaient, déposant mon livre sur la table, je viens à mettre mes mains sur la vitre. Je viens à mettre mes mains sur la vitre et je regarde par dehors, posant mes jambes très délicatement sur le radiateur. Je sens alors la chaleur monter de plus en plus. Posant mes jambes sur le radiateur. Je me redresse et je m'appuie sur la vitre. Je m'appuie sur la vitre et je regarde dehors. La seule chose que je peux apercevoir, ce sont 2 arbres côte à côte. Je peux apercevoir 2 arbres côte à côte et le vent qui sévit ses larmes contre la fenêtre. Le vent qui est en train de pleurer et qui sévit ses larmes contre la fenêtre. Je peux apercevoir que ça s'accentue. Je peux apercevoir que le vent est en train de sévir ses larmes contre la fenêtre. Contre les volets, contre la fenêtre. Contre le verre glacial, contre la fenêtre, contre les murs. Le vent est en train de sévir ses larmes. Je vois que ça s'accentue de plus en plus et que les arbres se livrent à un combat sans merci. Je le vois qui crie, comme une part de moi. Comme une part de moi, je le vois qui crie. Dehors, le vent qui sévit ses larmes contre les murs. Le vent qui sévit ses larmes contre les murs. Je l'entends. Il est en train de sévir ses larmes. Partout autour de nous, la nature est en train de dépérir. Les fleurs du mal, aussi noires et aussi fanées qu'elles peuvent le paraître. Aussi fanées et aussi noires qu'elles peuvent le paraître, les fleurs du mal, à flot et à sang, sont en train de mourir.
Elles sont en train de mourir, les fleurs du mal, à flot et à sang. Elles laissent couler sur leurs épines. Sur leurs épines, elles laissent couler le sang. À flot et à sang, je regarde les épines des fleurs du mal. Les fleurs du mal sont des roses. Les fleurs du mal sont des roses rouges presque noires. Presque noires, ce sont des roses rouges. Les fleurs du mal sur leurs épines laissent couler à flot et à sang le reste du sang de la seule personne qui s'est trouvée une seule fois dehors. La seule personne qui s'est trouvée une seule fois dehors, c'est le vent. Le vent, c'est la seule personne qui s'est retrouvée seule une seule fois dehors. Il a pleuré et a sévi ses larmes contre les murs. Ce soir-là, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir et à pleurer, sévissant ses larmes contre les murs. Il n'arrêtait pas de pleuvoir. Il criait pour pouvoir rentrer, mais les fleurs du mal n'étaient pas d'accord. Seulement, moi, la main contre la poignée de la porte, je doutais de pouvoir ouvrir cette porte, et je doutais de tout ce que je pouvais avoir. Je doutais de tout ce que je pouvais avoir, et je doutais de pouvoir ouvrir cette porte, de lui ouvrir un jour. Il pleurait et sévissait ses larmes. Arraché à la personne qui s'en servait comme outil. Cette lame arrachée à la personne qui s'en servait comme outil, pleurait définitivement son propriétaire. Elle pleurait définitivement son propriétaire qui ne reviendra peut-être jamais. Arrachée comme outil pour pouvoir marcher dans la nuit. Pour pouvoir marcher dans la nuit, arrachée comme outil dans les mains d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Cette fois-ci, le vent faisait face. Le vent faisait front. Et la lame pleurait. La lame pleurait au grand désespoir de ne jamais retrouver le vent, de ne jamais retrouver son propriétaire. La lame du couteau était en train de pleurer les larmes. Les larmes du vent étaient en train de faire front, étaient en train de faire face. Pendant ce temps, la lame, elle, pleurait les larmes de son corps. Agrippée à une main qu'elle ne connaissait pas, la lame était dans la forêt. Ce soir-là, les arbres faisaient du bruit. Un bruit incessant, un bruit qu'on pouvait entendre de l'autre côté de la rive. Un bruit qu'on pouvait entendre de l'autre côté de la rive. Ce bruit, les arbres étaient en train de chanter. Les arbres étaient en train de chanter une mélodie que seuls les démons, les esprits, ou alors encore les morts, pouvaient reconnaître. À chanter cette mélodie pour en réveiller les morts, pour en réveiller les âmes damnées, pour en réveiller les âmes damnées, pour en réveiller les morts, les esprits, les personnes qui n'existent plus, les personnes qui ont mis fin à leur existence, fin à leur jour. Les arbres étaient en train de chanter, et la lame pleurait définitivement. La lame était en train de pleurer définitivement à la personne qui avait disparu, la personne qui accrochait la lame à son manche. La lame qui était accrochée à son manche, la personne qui agrippait le manche, elle ne la connaissait pas. Elle pleurait, et le vent, pendant ce temps-là, était en train de faire face. Il était en train de faire front aux obstacles qui se présentaient à lui, pendant que la lame était en train de s'enfoncer dans la forêt, entourée par la mélodie et par le chant radieux. Entourée par le chant radieux et par la mélodie des morts qui était en train d'être chantée par les arbres. Par les arbres, il y avait cette mélodie qui était chantée, cette mélodie des morts, cette mélodie des anges. C'était la mélodie des anges noirs, cette mélodie déchue. C'était une mélodie déchue qui était chantée par les arbres, les grands arbres comme les petits arbres. Partout, partout cette mélodie était chantée. Apeurée, la lame était en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Agrippée par le manche de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, cette personne marchait, et s'approfondissait encore plus dans les méandres de la forêt. Elle s'approfondissait dans les méandres de la forêt,
qui était en train d'arriver. Elle était en train d'arriver à un endroit qu'elle ne connaissait pas. Elle seule ne connaissait pas cet endroit. Elle s'approfondissait et marchait. Ses pas étaient en train de disparaître derrière elle. La personne qui marchait vers les méandres de la forêt, vers les limbes. La personne qui marchait vers les limbes dans la forêt. Ses pas étaient en train de disparaître. Marchant vers les méandres de la forêt, elle arrivait de plus en plus au fond, tout au fond de la forêt. La lame était tenue par une main inconnue. La lame, elle, était tenue par une main inconnue qu'elle ne connaissait pas. Elle pleurait. Elle pleurait pour pouvoir retrouver son propriétaire. Son propriétaire était une main féminine. Le propriétaire de la lame, c'était une main féminine, une main avec du vernis noir. Le propriétaire de la lame, c'était une main de femme, avec du vernis noir. Une main de femme avec du vernis transparent. Une femme qui tenait cette lame tous les jours. Une femme qui tenait cette lame tous les jours avait du vernis noir et du vernis transparent. Sa main était intacte et immaculée. Sa main était immaculée et intacte. Elle avait du vernis noir et du vernis transparent. Elle tenait cette lame tous les jours pour pouvoir se protéger de l'enfer qu'elle vivait. Pour pouvoir se protéger de l'enfer qu'elle vivait, elle tenait cette lame tous les jours. C'était une main immaculée, intacte, avec un vernis noir et un vernis transparent. Il y avait du sang dessus parce qu'elle devait s'en protéger de l'enfer qu'elle vivait. Mais aujourd'hui, cette lame pleure l'entièreté des larmes de son corps. Pendant que le vent est en train de faire face et de faire front, elle abandonne tout et elle s'enfonce dans les méandres de la forêt. Le vent fait rage et les visages se déforment. À l'extérieur, le vent fait rage et les visages se déforment. Je ne sais pas ce qu'il fallait regarder exactement, mais le vent fait rage et les visages se déforment les uns après les autres. Le visage de la nature se déforme. Les visages regardent à l'extérieur par leurs fenêtres. Par leurs fenêtres, tous les visages regardent à l'extérieur. Le vent fait rage. On peut voir que la nature se déchaîne. Les arbres n'étaient pas prêts à subir ça. Les arbres n'étaient pas prêts à subir ça. La nature se déchaîne, le vent fait rage. On peut voir que les feuilles par terre se transforment en un grain de sable. Les feuilles par terre se transforment en un grain de sable. On peut voir que les grains de sable commencent à frotter très légèrement le sol. Le vent se déchaîne, il fait froid, mais il fait aussi très calme. Il fait aussi très calme, très silencieux. Il fait froid. À l'intérieur de la maison, il fait chaud. Les visages se déchaînent, le vent fait rage. À l'extérieur, les arbres n'étaient pas prêts à ça. Je vois qu'ils s'accrochent à leurs racines, comme s'ils en dépendaient. Comme s'ils en dépendaient, comme s'ils en dépendaient de leur vie. Ils s'accrochent à leurs racines, ils s'accrochent au sol, et le vent fait rage. Il détruit tout sur son passage. Dans le calme le plus insolite. Dans le calme le plus insolite, il détruit tout sur son passage. Je regarde attentivement. Dans le calme le plus insolite, il détruit tout sur son passage, et moi, à ma fenêtre, je regarde l'extérieur, calme, inondé de silence. Inondé de silence, calme, à ma fenêtre, je regarde l'extérieur. Je regarde l'extérieur qui est inondé de silence. À ma fenêtre, dans le calme, je vois que le vent fait rage. Dans l'un des ravages les plus destructeurs au monde. Dans l'un des ravages les plus destructeurs au monde, je peux voir à ma fenêtre un arbre qui s'arrache du sol. Ses racines cèdent et il tombe par terre. C'est un chêne. C'est un chêne, je peux voir que ses racines cèdent, le tronc tombe par terre et fait trembler la terre. Je ressens les vibrations jusqu'à l'intérieur de ma maison. Je vois par la vitre, par la fenêtre, que je suis appuyé contre, j'aperçois la marque de ma main, appuyée contre la vitre.
et je me retiens alors de crier. J'hurle parce que je vois qu'une branche est en train de se diriger vers ma fenêtre. Je hurle parce qu'une branche se dirige vers ma fenêtre. Je ne sais pas si elle avait pour but de casser ma fenêtre. Mais elle casse ma fenêtre. Elle casse ma fenêtre, je ne sais pas si elle avait pour but de casser ma fenêtre ou de me faire partir. Mais je pars le plus loin possible de la fenêtre. Je me retrouve accroupi en dessous d'une table. Accroupi en dessous d'une table en attendant que le vent cesse et se calme. Je me retrouve là, seul par terre au milieu de mon salon, avec un couteau à la main, accroupi par terre, et je regarde le lustre qui tangue de droite à gauche. Le lustre qui tangue de droite à gauche, je le regarde. Je le regarde, je me lève avec le couteau. Soudainement, le silence apparaît. Le silence apparaît plus calme, le silence apparaît beaucoup plus calme. Je me lève avec le couteau, comme si je redécouvrais un monde. Comme si je redécouvrais un monde, je me lève avec le couteau, accroupi et puis debout. Je me retiens. Je me retiens, accroupi et puis debout. Je me retiens à la table et je regarde. Une fois accroupi, je regarde à droite et à gauche. Une fois debout, je regarde à droite et à gauche. Je me retiens à la table avec le couteau en main. Je dépose le couteau sur la table et je regarde à l'extérieur. Je regarde à l'extérieur, les ravages ont cessé. Le silence s'est arrêté. Le silence s'est arrêté, les ravages ont cessé. Je vois que le vent incessant a disparu. Les arbres sont par terre, les branches ont été fracturées, cassées. Tout a été limité. Tout a été limité, les branches sont par terre, les arbres sont cassés. Je vois que les racines ont cédé. Je vois que les racines ont cédé. Je vois que les branches sont tombées par terre, que les arbres sont tombés par terre. Le vent a fait son ravage et il est reparti, aussi calmement qu'il n'est venu. Aussi calmement qu'il n'est venu, il a fait son ravage. Il a détruit tout sur son passage. À ma fenêtre, il a envoyé une branche. Un corbeau blessé sur le côté que je ramasse. Je lui redresse son aile et je la remets en place. Je lui redresse son aile noire en place. Je regarde le corbeau blessé et je le pose sur la table à l'intérieur. Je le caresse gentiment et légèrement. Lui, il essaye de s'en aller, de voler, mais je redresse son aile. Il me regarde et s'arrête un instant. Regarde autour de lui. Je reprends le corbeau et je le mets à l'extérieur. Il s'en va et vole juste au-dessus des arbres, un peu plus loin. Il s'en va et il vole juste au-dessus des arbres, un peu plus loin. Et je le regarde s'en aller au-dessus de la brume, au-dessus des falaises et au-dessus des arbres qui sont tombés. Le seul endroit qui n'a pas montré sa colère, c'était le lac. C'était le lac, le seul endroit qui n'a pas montré sa colère. Putride de sentiments. Putride de sentiments. Cet endroit n'a jamais montré ne serait-ce qu'une once de colère. Il était là, tranquille, dans son coin, putride de plein de sentiments. Le lac n'a jamais montré aucune once de colère. Il restait là, une eau fragile, blanche, intacte, et n'a jamais rien montré. Une eau blanche, intacte. Il est resté là longtemps, tellement longtemps, au point qu'un arbre s'est effondré dans le lac. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais montré une once de colère. Il n'a jamais participé à la colère. Il est toujours resté là, seul, imbu des autres, imbu de lui-même, imbu de toutes les personnes qui le voient, qui le croisent, qui croisent son chemin, comme une lettre, comme un mot, comme la boucle d'un mot, comme la boucle d'un mot, comme une lettre, comme un regard, comme un passé, une personne qu'on a croisée, qu'on recroisera sur le même chemin, une lettre, quelque chose qu'on envie, quelqu'un qu'on envie. Ce lac a toujours été là, mais n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait de grave. Il ne s'est jamais rien passé là-bas. Ne serait-ce qu'un vent un peu violent,
ne serait-ce qu'un vent un peu plus fort que d'habitude. Il n'a jamais rien eu. Il y a quelques corbeaux qui de temps en temps planent au-dessus. Au-dessus de temps en temps, il y a quelques corbeaux qui planent, mais rien d'autre. Rien d'autre que des corbeaux, que des corneilles. Rien d'autre que des corneilles et que des corbeaux qui planent au-dessus du lac. Il n'a jamais rien montré, jamais rien, ne serait-ce que la surface de l'eau. Ne serait-ce que la surface de l'eau blanche, il n'a jamais rien montré. Les hommes et les femmes se promènent là-bas. Ils recroisent un amour passé. Ils recroisent d'anciens partenaires. Ils recroisent d'anciens partenaires, recroisent d'anciens mots, d'anciennes boucles écrites. D'anciennes boucles écrites, d'anciennes phrases redites, redites encore et encore. D'anciennes phrases qui ont été redites, redites et redites encore et encore par la même personne. Ils recroisent d'anciens partenaires, d'anciennes personnes avec qui ils ont travaillé. D'anciens partenaires ou d'anciennes personnes avec qui ils ont travaillé. Les personnes qui vont là-bas se recueillent soit pour un mort, soit pour un passé oublié inimportant. Soit pour un passé oublié inimportant. Les personnes qui vont là-bas se recueillent. C'est un lieu de recueil où les gens vont avec des fleurs. Très souvent, les femmes se recueillent là-bas à genoux au bord du lac, avec un bouquet de roses. Avec un bouquet de roses blanches, avec un bouquet de fleurs blanches. Les femmes très souvent se recueillent au bord du lac, là où il y a la petite rivière. Là où il y a la petite rivière, très souvent les gens se recueillent là-bas, les femmes. Les femmes y vont en robe noire. Les femmes, elles y vont en robe noire, des robes qu'elles ont cousues elles-mêmes. Les femmes y vont avec des robes qu'elles ont cousues elles-mêmes, des robes noires, ou alors d'un vert très très foncé. D'un vert très très foncé, ou alors d'un bleu très très foncé, ou alors peut-être de temps en temps en robe noire. Les femmes se recueillent là-bas, avec un bouquet de fleurs blanches, qu'elles déposent à l'avant du lac, sur le bord de la rive. Elles se mettent à genoux, sur la robe qu'elles ont cousue, et elles regardent l'eau du lac, qui devient de plus en plus claire. Très souvent, les femmes qui se recueillent là-bas se regardent et se tiennent la main. Elles disent que si l'eau devient plus claire, c'est que le défunt qui est mort arrive sur les rives du lac. Elles se disent entre elles que si l'eau devient plus claire, si l'eau devient plus fade, si l'eau devient de plus en plus fade, de plus en plus claire, de plus en plus terne, c'est que le défunt qu'on est venu se recueillir, c'est que le défunt sur lequel on est venu se recueillir est en train d'arriver. L'eau est alors devenue beaucoup plus blanche qu'elle ne l'était. L'eau était déjà très blanche à la base et devint alors tout de suite beaucoup plus blanche qu'elle ne l'était. Une jeune femme dit alors à la seconde en lui tenant la main que le défunt était arrivé au bord des rives. Se disait-il être le plus beau, le plus majestueux, le plus grand, le plus magnifique. Se disait-il être le plus beau, le plus grand, le plus majestueux, le plus magnifique. On le voyait souvent de loin. Il regardait, tenant entre ses mains une croix. On le voyait souvent de loin. Il se disait être le plus beau, le plus majestueux, le plus magnifique. C'était un arbre. C'était un arbre qui se tenait droit devant nous. Il tenait entre ses mains une croix. Il était au bord du lac, et il n'y avait ni regard, ni bruit, ni rumeur qui courait sur lui. Sur lui, il n'y avait ni rumeur, ni ancien passé, ni présent, ni futur qui allait venir perturber son équilibre. Il était là, au bord du lac, et il attendait. Patiemment, cet arbre attendait la visite d'un défunt. Un soir, une personne est venue s'installer à côté. Elle est restée assise
longtemps. Longtemps, elle est restée assise à côté de cet arbre. Elle a taillé plusieurs croix qu'elle a taillées sur l'arbre. Elle est restée là, très longtemps. Très longtemps, elle en est restée là, à en regarder le ciel, devenir noir, petit à petit. Petit à petit, à en regarder le ciel devenir noir. Elle est restée là aussi longtemps qu'elle a pu, puis elle a croisé le chemin d'une autre, pour partir un peu plus loin dans la forêt. Difficile d'échapper à un arbre, difficile d'échapper à ses racines. Difficile d'échapper à ses racines, difficile d'échapper à un arbre, au sentier qui nous a menés jusqu'à lui, au lac qu'il y a juste devant. Difficile d'échapper à l'envie de rentrer dans l'eau, de voir à quel point elle est profonde. Elle regarde partout autour d'elle, elle se tourne vers le lac. Elle regarde la forêt. Elle s'installe par terre et pose un pied, et puis un genou, juste devant. Juste devant, elle pose un pied et puis un genou par terre. Elle s'installe et ne se pose qu'une seule question. Que se passe-t-il si je ne me retourne pas? Elle s'en va dans la forêt et ne recule devant rien. Elle ne recule devant rien et s'en va dans la forêt. Pour un bon moment, elle ne regarde plus l'arbre. Pour un bon moment, elle ne regarde plus l'arbre et s'enfonce dans la forêt. Un couteau à la main, une croix dans l'autre. Une croix dans l'autre, un couteau à la main, elle s'enfonce dans la forêt. À la moitié de la forêt, elle se retourne et regarde l'arbre, qui est devenu très petit, avec l'horizon. Avec l'horizon, l'arbre est devenu très petit. Elle ne se retourne plus. Elle n'imagine plus l'arbre, elle n'imagine plus le lac. Elle continue sur les sentiers battus, et arrive à un grand arbre, un peu moins grand que celui qu'elle a vu. Elle s'y installe et commence à pleurer, arrosant ainsi l'arbre de ses larmes. Arrosant ainsi l'arbre de ses larmes, elle s'y installe et écrit la même chose. Elle écrit un mot, et puis fait des croix. Elle fait des croix, écrit un mot, et s'y installe. Elle s'y installe et commence à pleurer. Elle passe un voile noir au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête, elle passe un voile noir et commence à pleurer. C'est ainsi dit qu'est la chose. Elle regarde l'arbre et elle dit que c'est ainsi dit qu'est la chose. Elle commence à regarder vers le ciel en disant « Ô toi mon fils qui m'as quitté si tôt, ô toi la mère qui m'a quitté si tard, ô moi qui devais partir avant toi. » Elle commence à s'en vouloir et à dire qu'elle devait partir avant son fils. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, elle devait partir avant son fils. Ô lui qui l'a quitté si tôt, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il n'a pas marché sur les bords du lac, l'eau n'est pas devenue transparente pour elle. Pour elle, l'eau n'est pas devenue transparente. Pour elle, l'eau n'est pas devenue transparente. Ô son fils qui est parti si vite. Elle enfourche la fourche comme un trident. Alors c'est là que je lui dis, tu te trompes, c'est un miroir. Elle me regarde et elle me dit, tu te trompes, ce n'est qu'un miroir, enfourchant la fourche comme un trident, et elle le tient, comme la diablesse qu'elle était. Comme la diablesse qu'elle était, elle tient le trident devant elle. Je lui dis, tu te trompes, ce n'est qu'un miroir, rien d'autre. Elle me regarde et elle me dit, c'est une fenêtre vers une autre dimension. Je lui dis, quelle autre dimension? Elle m'explique, celle où les gens t'attendent, celle où les personnes t'attendent. Je la regarde et je lui dis, ce n'est qu'un simple miroir, rien de plus. Elle me dit, ce n'est pas qu'un simple miroir. Le miroir de ta salle de bain peut être une dimension. Le miroir de ta chambre peut être une autre dimension. Elle me dit alors, le miroir de la cuisine peut être encore une dimension.
Je la regarde et je lui dis, il y a tant de mondes que ça. Elle me regarde et elle me dit, des mondes différents. Tu peux en imaginer autant que tu veux. Mais celui sur lequel tu as les pieds, tu ne peux pas l'imaginer parce que tu n'en es pas le créateur. Imagine ton monde derrière un miroir et tu pourras le franchir si tu le brises. Je la regarde raconter ça, et elle me dit, tu vois que chaque miroir détient un monde à lui, celui qu'il veut imaginer. Je lui dis, tu te trompes, ce ne sont que des miroirs. Celui de la salle de bain, ce n'est qu'un miroir simple. Alors elle me regarde et elle me dit, non, celui de la salle de bain, c'est un monde rempli d'eau, rempli de peur. Alors je lui dis, et celui de la cuisine, c'est quoi? Elle me regarde et elle me dit, celui de la cuisine, c'est un miroir, un monde rempli de vapeur, où on ne voit rien, un monde rempli de buée, où on ne voit rien du tout. Je lui dis, et celui de la salle à manger, c'est quoi? C'est un monde simple, dans une maison. Et ces miroirs renferment chacun des mondes, des choses qu'on ne veut pas voir, des choses qu'on ne veut pas rencontrer. Celui de la cuisine, c'est un monde de buée, un monde de fumée. C'est un monde de fumée, un monde de buée, un monde dans lequel on ne voit rien, un monde de brouillard. Celui de la cuisine, c'est ça. Celui de la salle à manger, c'est un monde simple. Après, il y a celui de l'entrée. C'est un monde avec des portes. Imagine une porte vers quelque chose que tu ne voudrais jamais voir. Te regarderais-tu alors dans ce miroir? Me pose-t-elle la question. Et je lui dis, si le monde que je veux voir détient quelque chose que je ne voudrais pas avoir à rencontrer, je me regarderai quand même dedans. Ce ne sont que des miroirs, je lui répète une nouvelle fois. Et elle me dit alors, tu as tort, les miroirs renferment tous quelque chose. Peut-être que derrière ce miroir sur lequel tu te regardes, peut-être qu'il y a un toi qui t'observe avec des yeux blancs. Imagine, si celui-ci pouvait te voir et te parler, communiquer avec toi, prendre ta main, et ensuite te dire quelque chose. Regarderais-tu tes yeux blancs? Regarderais-tu tes propres yeux blancs sur cette personne que tu ne connais pas? Alors que ces miroirs sont tous des mondes. Moi, j'imagine que derrière le miroir, il y a un monde parallèle. J'imagine que derrière les miroirs, il y a un monde parallèle et que la personne en face de toi, ce n'est pas toi, simplement un reflet. La personne en face de toi, c'est simplement un reflet. Cette personne en face de toi qui se regarde dans le miroir est simplement le reflet de toi, le reflet de toi-même. Mais la personne derrière le miroir, c'est toi. La personne derrière le miroir, c'est toi. Elle possède de jolis yeux blancs et elle t'attend. La personne qui possède les yeux blancs, elle t'attend derrière le miroir. Tu dois lui tendre ta main et passer au travers. Mets ton pied en avant, appuie-toi contre le miroir, tends-lui ta main, elle va la saisir et te la prendre. Celle qui possède les yeux blancs t'emmènera dans son univers derrière le miroir que tu observes. Imagine-toi seul dans la cave, avec pour seul allié tes larmes. Si seulement quelqu'un pouvait venir t'ouvrir la porte. Pour seul allié, tu as tes larmes qui coulent le long de ton visage pour te rappeler que tu es seul. Pour se rappeler que tu es seul, il y a seulement tes larmes qui coulent et un vent frais dans ta nuque. Celui-ci passe légèrement dans ta nuque, le long de ta colonne vertébrale, et te rappelle qu'il fait froid là où tu es. La chaleur, tu ne la connais plus. Elle est en haut derrière la porte, et elle t'attend impatiemment.
Elle attend impatiemment la personne qui viendrait t'ouvrir, ou alors elle t'attend impatiemment toi. La chaleur, tu ne la connais plus. Elle est montée et elle s'est enfermée en haut. Imagine-toi seul avec ses larmes, en train de te demander qu'est-ce que tu ferais à la personne qui t'a enfermé ici. Imagine-toi avec un air dédaigneux. Avec un air dédaigneux, imagine ce que tu ferais à la personne qui t'a enfermé là. Comment tu lui parlerais? Est-ce que tu lui pardonnerais un jour de t'avoir enfermé pendant des années? Avec comme seule occupation un journal qui date d'il y a des années. Avec comme seule occupation un journal qui date d'il y a des années. Une fuite d'eau sur le côté, à l'endroit où tu dors. Un vieux canapé, tout arraché, sur lequel tu t'installes de temps en temps. Une ampoule qui de temps en temps tombe de gauche à droite. Elle tombe vers la gauche et vers la droite de temps en temps, cette ampoule. Elle n'éclaire que la moitié de la pièce dans laquelle tu es. En face de toi, la moitié de la pièce est dans le vide, dans le noir total. Qu'est-ce que tu imagines à cette personne? Qu'est-ce que tu imaginerais lui faire à cette personne? À cet instant-là, tu me regardes et tu me dis, en haussant les épaules, je ne sais pas. Je te regarde et je te dis exactement, tu ne sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu as été entièrement seul. Tu as été délaissé. Tu as été délaissé, tu es resté entièrement seul. Tu es resté entièrement seul. Délaissé, donc tu ne savais pas. Tu ne savais pas pardonner. Tu ne savais pas crier, hurler. Aucun bruit, aucun son ne sortait de ta bouche. Mais tu étais triste. Tu étais triste. Tu étais énervé. Mais aucun son ne sortait. Car tu n'avais qu'une seule envie. C'était d'ouvrir cette porte, même si la clé était de l'autre côté. Même si la clé était de l'autre côté, ta seule envie, c'était d'ouvrir la porte. Mais tu ne pouvais pas. Alors maintenant, la seule question qui s'offre à toi, la seule question que je t'offre, c'est: pardonneras-tu à cette personne qui t'a mise là, assis par terre, qui t'a offert ce lit, la personne qui t'a offert ce matelas dans le coin, là où coulent ces gouttes d'eau qui vont sur ton visage et qui te réveillent le matin que tu n'as même pas pu apercevoir à part par une petite vitre grillée. Par une petite vitre grillée, au grillage avec des crans, au grillage avec des crans sur les côtés. Une grille qui a été crantée. À part par là, tu ne peux pas apercevoir le lever du jour. À part par la petite grille qui a été grillée et crantée, tu ne peux pas apercevoir autre chose que cette petite grille. Tu ne peux pas apercevoir la lumière du jour. Mis à part, entre les grilles, tu peux peut-être apercevoir la lumière du jour, mais un petit peu. Elle n'éclaire pas beaucoup, pas suffisamment pour éclairer toute la pièce. Tu ne connaîtras pas le lever du jour, tu ne connaîtras pas le lever de la nuit, tu ne connaîtras pas le lever du jour non plus. Rien. Tu ne feras pas la distinction entre l'après-midi, le midi, le matin et le soir. Le matin et le soir, tu ne sais plus ce que c'est. C'est déjà un souvenir pour toi. Tu as oublié. Tu ne sais plus ce que c'est le matin et le soir. Tu n'arrives plus à distinguer les heures des minutes. Tu t'en veux à toi-même parce que tu ne t'es pas débattu. La personne qui t'a mise là a refermé la porte derrière. Tu t'en veux de ne pas avoir pris la clé qui était juste à l'arrière de son jeans. Tu t'en veux de ne pas avoir pris cette clé, de l'avoir gardée pour toi, de l'avoir enterrée sous ton lit, pour pouvoir la protéger et sortir quand tu voudras. Tu as plein d'enfants devant toi, tu es dehors. Et ces enfants persisteront à rentrer, ils persisteront à frapper à ta porte. Tu entends les bruits, mais tu les ignores. Tu entends les bruits, mais tu les ignores. Tu entends pom, pam, pom, pom. Tu les entends,
mais tu les ignores, ces bruits. Tu ne veux pas les voir, mais avec leurs yeux noirs, ils sont là, devant. Avec leurs yeux noirs, ils sont là devant, et tu entends encore les bruits. Pam, 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 pam. Tu les entends, ils frappent, mais tu ignores qu'ils sont là. Tu ne veux pas avoir affaire à eux. Tu entends des bruits sourds, frapper contre la porte, mais tu ignores toujours. Tu rentres, tu saisis un couteau, tu le prends à ta main, tu le serres très fort, tellement fort que tu ne remarques pas que tu serres la lame. Tu le serres tellement fort que tu ne remarques pas que tu serres un peu la lame. Tu te coupes le doigt et tu ignores la douleur. La douleur ne te fait plus rien. Tu regardes ces enfants avec les yeux noirs qui frappent et qui persistent. Le bruit de la porte, tu l'entends encore. Pam, 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 fait-il donc. Et tu l'ignores toujours, tu te recules, tu t'enfermes dans une chambre, et par la fenêtre, tu aperçois un enfant qui te regarde. Tu te dis, est-ce que je le regarde moi aussi? Parce que tu sens son regard sur toi. Tu sens son regard sur toi, et tu te dis, est-ce que moi je le regarde aussi? Est-ce que je lui échange un regard? À cet instant-là, tu te retournes, tu fermes les rideaux. Mais tu tentes ta chance. En tentant ta chance, tu ne t'en es pas rendu compte. Mais quand tu as fermé les rideaux, tu l'as regardé. Tu tentes ta chance, tu tentes de t'enfuir, tu tentes de fermer les rideaux partout autour de toi. Il y a 3 vitres. Tu fermes les rideaux, les uns après les autres. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu tentes ta chance. À cet instant-là, tu tentes d'ignorer. Il y a tant de choses à tenter pour pouvoir s'échapper. Il y a tant de choses à faire, tant de choix à faire pour s'enfuir. Passer par le sous-sol. Attendre et passer par le sous-sol. Rester dans la cave avec comme seul accompagnateur tes larmes. Rester à la cave avec seul accompagnateur tes larmes. Comme seul accompagnateur, comme seule personne qui peut t'accompagner en bas et descendre l'escalier avec toi. La boule au ventre, la peur au ventre. La peur au ventre, la boule au ventre. Comme seul accompagnateur tes larmes pour descendre les escaliers. La peur, l'angoisse, les seules choses qui peuvent t'accompagner en bas sont tes pires ennemis. Tu te sens coupable, tu te sens imbu. Tu te sens imbu, tu te sens coupable. Tu te sens détruit. Tu as l'impression que tu es au bout de tes forces. Quand tu descends les escaliers, tu as l'impression que tu vas fondre en larmes. Tu ne sais pas comment réagir. Tu arrives en bas et tu te dis qu'il faut remonter. Tu échanges un regard avec un enfant qui est rentré. Il y a un enfant qui est rentré, il te regarde en silence et il te fixe. Ses yeux sont noirs. Tu échanges un regard avec lui, il ne dit rien. Il t'observe juste, partant en courant dans l'autre pièce. Partant en courant dans l'autre pièce, tu as échangé un regard avec lui, chose qu'il ne fallait pas faire. Tu commences à t'enfermer. Tu pointes le couteau devant toi. Tu pointes le couteau devant toi et tu remarques que tu trembles. C'est une réaction appropriée. C'est une réaction appropriée. Tu vois que tu trembles. Très légèrement. Infimement, tu trembles. C'est une réaction appropriée. Tu regardes le couteau et tu essayes de tenir la lame avec ton autre main. Tu ne trembles plus. Tu commences à te lever et tu te redresses. Tu te redresses en t'accompagnant du sol et en t'accompagnant du plancher. En t'accompagnant du plancher, en t'accompagnant du sol et en t'accompagnant des bords du mur, tu te relèves. Tu te relèves, tu t'es accompagné du mur, du plancher, tu t'es accompagné du sol. Tu te redresses sur tes jambes et tu regardes autour de toi. Tu ouvres la porte et le premier enfant qui te sourit avec les yeux noirs, tu l'ignores. Tu cours dehors et tu les vois. Ils sont tous autour de toi. Tu ne sais plus t'en aller. La seule issue que tu as, c'est rentrer à l'intérieur et attendre, soit
que les murs s'effondrent sur tes épaules. Soit tu peux attendre dans ta chambre que les murs s'effondrent sur tes épaules en cas de panique, ou alors tu peux ressortir et mourir. Tu n'as qu'une option, ressortir et mourir, ou attendre que les murs s'effondrent sur tes épaules. Tu peux peut-être aller à la cave et te cacher, attendre qu'ils descendent et qu'ils te trouvent. Personne n'a la vie plus facile que d'autres, à tel point qu'à certains moments on a envie qu'elle s'arrête. La vie n'est facile avec personne. La vie n'est pas quelque chose de facile, elle n'est facile avec personne. Alors si un soir, un enfant, avec des yeux noirs, vient frapper à votre porte, si cet enfant un soir vient frapper à votre porte, qu'il vous regarde et qu'il vous observe, si cet enfant vous regarde, vous observe attentivement, qu'il ne vous quitte pas des yeux, si vous, derrière la porte, vous hésitez à ouvrir, et vous commencez à marcher dans votre maison, comme s'il était à l'intérieur alors qu'il est dehors. Comme s'il était à l'intérieur, vous marchez lentement. Vous marchez lentement jusqu'à la gazinière. Vous allumez le gaz. Vous vous protégez avec un couteau. Vous commencez à marcher le long de la table, laissant votre main légèrement sur les chaises qui sont en train de bouger. Vous faites le tour de la table, vous ne savez même pas pourquoi. Vous regardez par la fenêtre, il vous observe toujours, cet enfant. La vie n'est facile avec personne. Vous savez à cet instant-là que vous êtes en danger, parce que vous n'osez plus bouger. Vous ne savez pas ce qu'il va faire, comment il va réagir. Est-ce qu'il va entrer? Est-ce qu'il va dire quelque chose? Vous regardez ses lèvres, l'une sur l'autre. L'une sur l'autre, vous regardez ses lèvres qui ne bougent pas. Il ne dit rien. Il vous observe, c'est tout. Et vous, à l'intérieur, vous vous imaginez plein de choses. Il tourne autour de votre maison. Vous imaginez qu'il va trouver la porte de derrière et rentrer. Vous imaginez qu'il va monter à l'étage et s'en prendre tout de suite aux personnes que vous aimez. Vous imaginez qu'il va rentrer par la porte de devant, marcher devant vous, en vous poignardant les yeux. En vous poignardant les yeux, en vous regardant. D'une poigne de fer, il serre le poing. D'une poigne de fer, il serre le poing. Vous, d'une poigne de fer, vous serrez le poing avec le couteau en main. Vous le regardez, il s'avance en marchant très lentement, comme si le sol c'était du verre. Comme si le sol c'était du verre. Il marche dessus délicatement, sur la pointe des pieds. Il s'approche de vous de plus en plus, et vous reculez. Vous vous accrochez à la première poignée de la porte que vous trouvez. Vous vous accrochez à la première poignée de porte que vous trouvez. Vous vous accrochez à la première poignée, et vous l'ouvrez. Vous la descendez. Vous vous reculez. La porte s'ouvre, et tellement vous avez peur, une fois ouverte, vous trébuchez à l'intérieur. Vous vous retrouvez prisonnier. Vous trébuchez à l'intérieur de la pièce que vous avez ouverte. Vous vous retrouvez prisonnier de la porte qui est ouverte et de l'enfant qui marche devant vous. Vous vous retrouvez prisonnier de la maison et de la porte que vous avez ouverte. De la porte de la pièce que vous avez ouverte, vous vous retrouvez prisonnier. À cet instant-là, votre seule issue, c'est regarder sur le côté s'il y a une autre porte. Il n'y en a pas, vous êtes prisonnier. Vous rampez par terre en reculant vos jambes. L'enfant avance comme s'il marchait sur des œufs. Comme s'il marchait sur des œufs ou sur des feuilles mortes. Il avance, lentement. Prisonnier de la pièce que vous avez ouverte, vous avez trébuché en arrière. La seule solution qui vous offre à vous, la seule solution qui s'offre à vous, c'est d'attendre qu'il se mette sur vous, lentement, sur votre torse, qu'il vous regarde, qu'il vous prenne par la nuque et qu'il vous brise le cou.
Vous avez une seule solution, c'est d'attendre qu'il grimpe sur vous. Et là, vous vous rendez compte qu'il a déjà grimpé sur vous depuis longtemps. Cette solution n'est plus une solution, mais une vérité. Il a grimpé sur vous, il est monté sur votre torse, s'est appuyé sur vous, a pris votre tête et votre nuque, et il l'a brisé. Tant bien que mal vous essayez de résister à sa force, mais il vous brise la nuque. Le corps est retrouvé, peu de temps après par la police. Si vos chances de connaître la vérité sur cet enfant étaient si infimes qu'une feuille de papier, ou alors qu'une feuille d'automne, ou encore si infimes qu'un cheveu. Si vos chances de connaître la vérité sur cet enfant étaient si infimes qu'un cheveu, ou alors qu'une feuille d'automne, ou qu'une feuille, une feuille A4. Vos chances de connaître cet enfant étaient si infimes qu'une feuille A4, si infimes qu'une feuille d'automne brisée, si infime qu'une feuille d'automne trouvée par terre, ou alors qu'un cheveu trouvé dans une baignoire à côté d'un corps. Mort ou vif, vos chances étaient si infimes de savoir que cet enfant s'appelait Ozymandias et avait appris à faire du feu avec son père. Malgré lui, malgré la fumée opaque qui l'a caché, il est tombé dans le feu, il a trébuché, et plus tard, une mère découvrit au fond du jardin son pull sans suite à capuche qui avait brûlé. L'enfant qui était dedans avait brûlé bel et bien aussi, mais son pull sans suite à capuche qui était resté sur la propriété lui avait servi de chemin. Sans suite à capuche qui était resté sur la propriété, qui avait brûlé avec son corps dans les flammes, dans le feu, lui servait encore de chemin pour pouvoir revenir ici. Vous n'avez peut-être aucune chance de savoir ça dès le départ, que cet enfant, vous n'avez aucune chance de savoir ça dès le départ, que cet enfant s'appelait comme ça, qu'il avait subi ça. Vous n'aviez aucune chance de savoir ça, qu'il avait subi ce sort, qu'il était tombé dans le feu, qu'une femme avait retrouvé son suite, que ça lui permettait de venir ici et de vous hanter.